Bon, c'est parfait. Je pense qu'on est en direct maintenant. Donc, bonjour à tout le monde. Je me présente. Mon nom, c'est Jerry Vitoratos. On est là. Je vous présente aussi Ida Celli, juste à côté de moi. Bonjour. Donc, on est ici pour répondre à vos questions. Donc, vous pouvez tout simplement aller dans le chat dans Facebook sur le sur l'événement là, qu'on vient juste d'avoir. Puis, je suis là pour répondre à vos questions. N'hésitez pas, posez-moi vos questions. Donc, on vous attend. Alors, la saison fiscale a commencé. Maintenant, quel conseil donnerez-vous à tous ceux qui nous écoutent pour se préparer afin de faire de remplir sa déclaration comme il faut, sans oublier quelque chose? As-tu une liste de contrôle? Bon, on a une liste de contrôle, qu'on pourrait vous recommander. Donc, j'ai ma liste devant moi ici. Donc de là, dans cette liste-là, premièrement, le premier truc que je peux donner à tout le monde ici, en termes de la production de vos déclarations de revenus, c'est vraiment d'être organisé. OK, de s'organiser et organiser vos documents en premier lieu. C'est vraiment ça l'important. OK? Donc, premièrement, prenez tous vos feuillets que vous avez récupérés, que vous avez accumulés dans votre pile. Je sais que durant l'ancien temps, on mettait ça dans une boîte à souliers, là, comme on appelait dans l'ancien temps, là, comme on pourrait dire. Bon, peut-être que je montre mon âge un peu là, avec ce commentaire-là. Mais sachez que premièrement, prenez tous vos reçus et moi, je regrouperai tous les reçus, donc les feuillets et les reçus que vous allez les regrouper dans 3 piles. Premièrement. Donc, premièrement, on pourrait rentrer une pile avec vos revenus seulement. OK, donc ça, c'en est un exemple. OK, donc, prenez tous vos revenus, mettez ça dans une pile. Après ça, vous mettez tous vos dépenses. Tous les différents types de dépenses qui sont déductibles sur vos déclarations de revenus. OK, par exemple, on pourrait penser à vos reçus de REER. On pourrait penser à vos reçus médicaux. On pourrait penser à vos dons. OK, on pourrait penser aussi aux frais de garde, frais de scolarité, etc., etc. Pensez maintenant dépenses, OK, en général, et mettez ça sur une pile comme telle. OK? Et après ça, on pourrait mettez d'autres feuillets que peut-être vous pensez sont admissibles, peut-être qu'ils ne le sont pas, mais vous pouvez les trier plus tard. OK? Vous pouvez les filtrer plus tard. Donc, commencez 2 piles, une avec les revenus, un autre avec les dépenses. Donc, les dépenses même, on pourrait les mettre dans 2 piles à part. Donc, exemple, je pourrais prendre mes dépenses qui sont déductibles, qui veut dire, je peux les déduire sur ma déclaration de revenus, je les déduis de mon revenu imposable. Exemple, ça, c'est l'exemple concret, c'est les REER. OK? Donc, je pourrais avoir une pile avec seulement ceux-là. OK? Par exemple, les frais de déménagement, c'est un autre exemple. Si vous avez déménagé à cause d'un emploi que vous avez trouvé, ça, c'est un autre exemple que vous pouvez utiliser, que vous pouvez déduire comme dépenses déductibles et réduire votre revenu imposable. Ça, c'est un autre exemple. Et après ça, mettez une 3e pile, dans ce cas, pour vos dépenses qui sont des crédits, okay, que je peux réclamer comme crédit. Et là, l'exemple concret qu'on parle, c'est frais médicaux. On parle les dons. C'est un autre exemple. OK. D'autres exemples, c'est par exemple vos frais de scolarité, etc., etc. Donc, 3 piles, organisez le tout. La raison pour laquelle on vous dit d'organiser avec 3 piles, tout simplement, c'est le fait que quand vous allez saisir ces données-là, que ce soit avec notre logiciel Impôt Expert ou n'importe quel autre logiciel, vous allez toujours commencer avec vos revenus. Après ça, vous saisissez vos dépenses déductibles de votre revenu imposable. Puis après ça, vos dépenses qui sont des crédits. Donc, si vous organisez de cette façon-là, là, vous êtes correct. Et là, vous allez être bien organisé pour commencer votre saison d'impôt. OK, donc ça, c'est un truc en général. Après ça, évidemment, il y a d'autres types de saisies, d'autres types de données que vous allez avoir. Par exemple, est-ce que votre statut de mariage a changé? OK, est-ce que vous êtes devenu marié durant l'année ou conjoint de fait durant l'année? Ça, c'est des renseignements importants sur votre déclaration de revenus pour certains crédits. Mais là, si on résume tout ça là en termes d'être organisé pour vos documents, ben moi, je vous dirais vraiment les 3 piles, une pile revenus, une pile dépenses déductibles de votre revenu et une 3e pile dépenses qui sont reliées à des crédits.
Et là, le tour est joué, vous avez bien démarré votre production de déclaration de revenus. Très bien. Vous avez mentionné les frais de déménagement. Oui. Alors, y a-t-il des conditions à respecter qu'on puisse aller chercher ce crédit? Oui, absolument. Donc les frais de déménagement, puis ça c'est une déduction qui est très méconnue, malheureusement. C'est quand même assez fréquent que les personnes vont déménager pour un emploi. Par exemple, ils vont se trouver un emploi dans une autre ville, ok, et qui dans ce cas-là pourront chercher plus d'argent. Sachez que le déménagement que vous faites, la première condition pour être capable de déduire vos dépenses, puis c'est une déduction dans la déclaration de revenus premièrement, qui veut dire que les dépenses que j'ai encourues pour déménager à cause d'un emploi, un nouvel emploi, ou pour aller étudier dans une autre école, ok, pour les frais de scolarité, ben dans ce cas, dans ce cas, ils sont déductibles de mon revenu imposable. Donc je réduis le revenu que je vais m'imposer dessus. Donc exemple archi simple. Je prends mon revenu net, c'est à 50 000 grosso modo. Mes dépenses de déménagement étaient à 5 000. Bon, peut-être que c'est cher, là, 5 000 en termes de déménagement. Mais juste comme exemple, là, mes 5 000 vont venir réduire mon 50 000 et là, je vais m'imposer seulement sur 45 000 de revenus. Donc, c'est là la dépense déductible. C'est là qu'on parle d'une déduction. OK, mais c'est-tu n'importe qui ou il y a des conditions spécifiques? Il faut que tu te rapproches d'un certain kilométrage? Oui. Ou bien tu changes 3 rues, là, c'est oui, une différence de 3 absolument. rues, Bon, c'est quoi? Malheureusement, c'est pas le déménagement de 3 rues. Là. Se trouver un appartement qui est plus proche du centre-ville, ça fonctionne pas, OK? Mais ça dépend. Si j'ai déménagé, par exemple, de la Couronne Nord et je déménage à Montréal centre-ville, par exemple, je dépasse les Saint-Eustache, par exemple, OK? J'étais à Mirabel, par exemple, ou Saint-Jérôme. Exemple, je vous donne un exemple. Dans ce cas-là, si je déménage pour étudier à Montréal et je déménage et là, le déménagement, ça doit être aux alentours de 40 km. Ça doit me rapprocher au moins 40 km de l'école ou de mon nouvel emploi. OK? C'est vraiment ça la règle. OK? Donc, si je rejoins cette règle-là, ben dans ce cas-là, mes dépenses deviennent déductibles. Et les dépenses, on parle des dépenses de déménagement. Donc, par exemple, est-ce que vous avez embauché un déménageur? Exemple. Ça, c'est une dépense qui est admissible. Est-ce que vous avez voyagé par auto pour arriver là? Les frais de carburant sont admissibles. Exemple. Mais les autres conditions en général, c'est que ça va être toujours limité au revenu d'emploi que vous allez avoir dans le nouvel emploi. OK? Exemple. Puis évidemment, pour l'école, là, vous n'aurez pas des frais mais ils sont reportables, ces montants-là. Et après ça, on pourrait les réclamer. Donc, si je peux pas les prendre au complet, ces dépenses-là, mes frais de déménagement deviennent reportables à l'année suivante. Et je peux les utiliser plus tard. Je pourrais les mettre en banque, en d'autres mots. Très bien. Bon, est-ce qu'on a-tu des questions? J'attends des nouvelles de votre part. J'attends vos questions. Sinon, je vais continuer à parler et j'arrête pas de parler. Donc, j'aimerais avoir des questions. Alors, je vois souvent où il y a plusieurs personnes qui font des déclarations d'impôts. Ils ont des jeunes enfants, jeunes adolescents. On parle de 16 ans et plus, ou même 17 ans, qu'ils travaillent l'été. Ouais. Soit sauveteur, soit comment qu'on appelle ça, un arbitre pour les parties de soccer, ainsi de suite. J'ai toujours la question, est-ce que je peux déduire le costume de bain, les souliers spéciaux, les running shoes spéciales, ainsi de suite, sur le revenu de l'enfant? Parce qu'ils reçoivent un T4A à fin de compte. OK. La plupart. Regarde. À la fin, la réponse, c'est ça dépend. OK? C'est toujours la réponse fiscale. OK? La réponse sur n'importe quelle question de déclaration de revenus, c'est ça dépend. Parce qu'il y a toujours des conditions, comme on l'avait précisé avec les frais de déménagement. Oui. Bon. Si la personne est un sauveteur, par exemple, OK? Comme vous l'avez donné comme exemple, mais c'est un revenu d'emploi, malheureusement, ça ne compte pas. On peut pas déduire cette dépense-là comme dépense d'emploi, OK, pour un revenu d'emploi. Mais si cette personne-là est un travailleur autonome, là, la donne change, OK, dans ces cas-là. Parce que là, je suis entrepreneur et ces dépenses-là sont encourues pour
que je peux gagner un revenu. Ça, c'est la règle générale sur les dépenses déductibles, particulièrement pour les travailleurs autonomes. Est-ce que la dépense que j'ai encourue, la dépense a été encourue pour le fait de gagner un revenu? Et là, dans ce cas-là, oui, je pourrais, dans ce cas-là, déduire ces dépenses-là. OK? Là, évidemment, je pourrais le faire. OK? Mais encore une fois, la réponse est que ça dépend. Si c'est un employé, malheureusement, non. Ça, la loi est claire là-dessus. Là, on peut pas prendre des uniformes, par exemple, et les déduire. Ça serait un uniforme dans ce cas-là. Mais comme travailleur autonome, là, la porte s'ouvre. Parce que là, je peux faire la preuve que oui, j'ai besoin de ces uniformes-là pour gagner un revenu. Et là, je pourrais les déduire dans ce cas-là. Très bien. En tant qu'employé, en tant que travailleur autonome, OK, afin de faire mon travail, mon projet, ainsi de suite, j'ai besoin de l'Internet, j'ai besoin d'un cellulaire. Est-ce que ces dépenses sont déductibles? Donc, encore une fois, ça dépend. Je retourne toujours à ma réponse, OK? À ma réponse standard, c'est que ça dépend. OK? Donc, dans ce cas, oui, tu peux le faire. Par exemple, si vous avez un bureau à maison, OK? Donc vous avez un espace dans votre maison qui est dédié, OK? Qui est carrément dédié à l'entreprise. OK? Donc, vous avez un petit coin dans votre maison, là, que vous utilisez pour votre bureau à maison pour les fins de votre travail autonome. Dans ce cas, oui, mais c'est au prorata que je vais prendre ces dépenses-là. Donc, exemple, qu'est-ce que je peux faire? C'est que je prends la superficie de la maison et je prends la superficie de l'espace que j'ai dédié pour mon bureau à maison. OK? Donc, et ça, c'est le cas typique des personnes qui regardent présentement, là. Vous avez un bureau maison dont vous êtes entrepreneur, vous avez un bureau maison, là, que vous faites le travail, et l'exemple concret, c'est ça, là, c'est que vous avez un espace dédié là-dessus. Bon. Dans ces cas, OK, je dois prorater d'après la superficie, d'après le calcul de la superficie de la maison, du bureau maison versus de la maison entière. Donc, exemple, si j'ai 10% de la superficie de la maison dédiée, OK, pour, dans ce cas, mon travail autonome, ben, je pourrais prendre dans ce cas-là 10% de ces dépenses-là comme dépenses déductibles sur mon travail autonome. OK, ça c'est la règle. OK, ça c'est la règle ça c'est la règle que je dois suivre. Ça c'est le cas le plus fréquent. Bon, si vous avez une entreprise avec un bureau que vous louez, ben là ils sont déductibles à 100%, là évidemment. Parce que là je loue un bureau, j'ai un système téléphonique purement pour les fins de mon travail autonome. Dans ce cas-là, ben là ils sont déductibles. Mais si j'utilise un bureau à la maison, là, je dois prendre seulement le pourcentage que représente la superficie du bureau versus la superficie de la maison. Donc, si c'est 10%, je prends 10% de ces dépenses. C'est seulement ça que j'ai le droit. Ah, on a une question. Comment se fait la déduction pour les frais de cotisation pour un autre professionnel? Ah, très bonne question. Donc, OK. Donc, on va répéter la question. Donc, en d'autres mots, si je comprends bien la question, comment on peut déduire la dépense de cotisation professionnelle pour un travailleur autonome, par exemple. Par exemple, un CPA ou une infirmière, un ingénieur, par exemple, dans l'ordre d'ingénieur, etc., etc. Donc, comment je peux déduire dans ce cas-là? Ben, premièrement, vous avez deux types de déduction. Ben, vous avez deux types d'allègement fiscal que vous pouvez réclamer. Premièrement, OK, la cotisation comme telle devient au fédéral une déduction de votre revenu net. Donc, c'est comme un REER. Ça fonctionne de la même façon qu'un REER, qui veut dire vous prenez cette dépense-là, donc la cotisation plus la TPS et la TVQ, et vous la déduisez directement, vous réduisez votre revenu imposable par ce montant-là. Ça, c'est en premier lieu au fédéral. Au provincial, c'est un crédit non remboursable. Donc, vous prenez votre montant de la dépense comme telle, de votre cotisation, sans la TPS et la TVQ, et vous prenez ce montant-là, vous le prenez comme crédit d'impôt non remboursable, qui veut dire vous allez réduire votre impôt provincial par 15% de votre montant que vous avez cotisé. Ça, c'est en premier lieu. Après ça, on a les remboursements de la TPS et la TVQ qui ont été payés sur ces montants-là. Donc, les deux paliers du gouvernement, donc au fédéral,
vous allez vous faire rembourser la TPS que vous avez payée pour cette cotisation-là. Et du côté provincial, vous allez vous rembourser la TVQ que vous avez payée sur cette cotisation. Donc, c'est de cette façon-là que vous allez traiter les cotisations professionnelles. En parlant des cotisations professionnelles et le remboursement de TVQ et TPS, est-ce qu'on a besoin d'avoir un numéro de TPS ou TVQ? Non, c'est pas l'entrepreneur comme tel qui a besoin d'un numéro de TPS TVQ. Vous allez chercher votre numéro de TPS TVQ par le reçu que vous avez. Donc, c'est l'ordre qui a un numéro de TPS TVQ, et c'est ces numéros-là que vous allez indiquer dans votre déclaration de revenus pour être capable de vous faire rembourser. Donc, je vous présente aussi David, qui est juste en arrière, qui est notre producteur, qui va nous lire les questions dans ce cas. Dans ce cas. Donc, allez-y, David, lis-moi la question. Non. On va la voir, non. Oh my God. La personne X a une mini-entreprise, en plus que son emploi à temps plein. La première année, elle aurait plus de dépenses que de revenus. Si les 3 premières années, elle a plus de dépenses, est-ce que le gouvernement va fouiller à savoir pourquoi cette entreprise n'a pas assez de revenus et quelles sont les choses qu'elle peut déduire? OK, donc je vais répéter la question un peu parce qu'on peut pas entendre David malheureusement. Donc, en d'autres mots, si par exemple vous avez un entrepreneur, encore une fois, qui a des dépenses qui sont plus hauts que les revenus, je pense que c'est entrepreneur ou c'est location. C'est bien quelqu'un qui a un emploi et est aussi entrepreneur. Il y a deux, c'est ça qu'il dit? Oui, c'est ça. OK, donc il y a un revenu d'emploi et c'est un entrepreneur. Donc là, avec l'entreprise, il a des pertes. Donc si, par exemple, après 3 années consécutives, on a des pertes, est-ce que le gouvernement va commencer à se poser des questions, d'autres mots? Ben, pourquoi vous l'avez? Bon, garde. Encore une fois, la réponse, c'est ça dépend. Je vais le répéter souvent, là, c'est une joke plate, mais c'est la réalité. OK? Ça dépend. Si votre revenu d'emploi est votre source principale de revenus, OK? Si, par exemple, votre revenu d'emploi représente plus que 50% de vos revenus en général, là. Puis qu'est-ce que je suis en train de vous dire, là? C'est pas une politique, là. Il n'y a pas de loi ou de règles qui précisent. Qu'est-ce que je vais vous préciser maintenant? C'est plus l'expérience qu'on a dans le marché. OK, c'est ça que je veux vous mentionner. Donc, dans ce cas, si votre entreprise n'est pas votre source principale de revenus, habituellement le gouvernement ne va pas vraiment vous fouiller tellement là-dessus. OK, donc c'est pas nécessairement quelque chose qu'ils vont chercher très rigoureusement. Mais si la source principale de vos revenus, c'est votre entreprise, et que vous avez juste un petit revenu d'emploi, là, ça se peut, en termes administratifs, il n'y a pas de loi qui le précise, c'est plus la jurisprudence qui nous dit ça. OK? Là, il y a des fortes chances que le gouvernement pourrait vous vérifier dans ce cas-là si votre entreprise est votre principale source de revenus. OK? Donc, il y a des fortes chances qu'ils vont le faire. Ça veut pas dire que c'est nécessairement le cas, parce que c'est pas une loi, là. Il n'y a pas de loi qui précise ça. OK? Il n'y a pas de loi qui le précise. OK? Donc, à cause de cela, ça se peut. Donc, encore une fois, ça, c'est le raisonnement du gouvernement. Donc, allez-y, la prochaine question, David. Dernière question. J'aimerais savoir de quelle façon déclarer les revenus de Airbnb. Je connais quelqu'un qui loue une chambre avec Airbnb, mais Airbnb prend déjà 3,5%. De quelle façon déclarer cette revenu? Bon, OK, donc, je répète la question parce qu'on peut pas entendre David, malheureusement. Donc, dans ce cas, comment on pourrait traiter les revenus de Airbnb, en d'autres mots? Comment on les traite? Bon, dans ce cas-là, ça dépend. La première question qu'il faut se poser, c'est quel type de service vous offrez. Parce que ça se peut, habituellement, ces revenus-là sont des revenus locatifs. Donc, vous allez les déclarer comme un revenu de location et vous allez déduire les dépenses que vous avez encourues pour l'immeuble, pour fournir la chambre ou carrément l'immeuble comme un hôtel, par exemple. Là. Mais ça dépend des services. Si vous offrez des services en plus, OK, par exemple, vous faites le linge pour le client, par exemple, ou vous changez le lit, par exemple, pour le client d'une soirée à l'autre. Là, il y a des chances que peut-être vous allez tomber dans l'hôtellerie.
Il faut faire attention, là, OK? Parce que, encore une fois, c'est du nouveau, hein? On n'a pas beaucoup de jurisprudence là-dessus. On n'a pas beaucoup du vécu là-dessus, malheureusement. Mais sachez, à la base, c'est du revenu de location que vous allez réclamer. Que vous louez une partie de votre immeuble ou que vous louez l'immeuble au complet. Mais après ça, il faut se demander quel type de service vous offrez. Si vous offrez pas de service, si vous donnez juste accès à l'immeuble, c'est location tout court. OK? Donc, c'est un revenu locatif que vous déclarez. Mais et là, vous déduisez vos dépenses, OK? Le chauffage, l'électricité, la partie, tu sais, par exemple, vos impôts fonciers, mais ça se fait au prorata. Parce que si vous voulez seulement une partie de l'année, ben là, il faut prorater vos dépenses sur la partie de l'année que vous offrez et la partie de l'immeuble aussi. Donc, vous proratez premièrement pour le temps que vous louez et deuxièmement pour la superficie que vous louez. Donc, si vous louez au complet, ben là, il n'y a pas de proratage. Là, vous louez tout simplement. C'est une revenu de location. Mais si vous louez une partie de l'immeuble, par exemple seulement une chambre, ben dans ce cas-là, vous devez prorater premièrement sur le temps, le nombre de jours que vous avez loué cette chambre-là, et deuxièmement, la superficie que la chambre représente dans l'immeuble. Bon, ça, c'est à la base pour le revenu de location. Si c'est un revenu, si j'offre des services dans ce cas-là, ben là, vous êtes dans le service de l'hôtellerie. Et là, c'est un travail autonome. Là, c'est comme n'importe quelle personne qui travaille à son compte, comme un travailleur autonome. Donc, ça dépend encore une fois des services que vous offrez, mais à la base, c'est location. Donc pour le pourcentage, ça c'est habituellement, il me semble, non, je pense que c'est un impôt qui est chargé. Ça se peut, peut-être que le client pourrait le confirmer. Ça se peut avoir un impôt d'après le palier du gouvernement sur les hôtelleries. Il y a habituellement une imposition qui se fait là-dedans. Ça, c'est une dépense tout simplement. Là. Vous le rajoutez comme dépense encourue, tout simplement. Ouais, c'est ça. OK? Bon, donc on a parcouru jusqu'à maintenant les questions. C'est bien. Amène-en les questions, s'il vous plaît. Maintenant. C'est merveilleux. Dans les nouvelles, la semaine dernière ou cette semaine, on a eu un tout jeune de la province de Québec ici qui a gagné à la loterie. Oui. Un très beau montant. Oui. Alors, est-ce que l'argent gagné en loterie est imposable? Bon, à la base, c'est non. Mais encore une fois, ça dépend. Je sais, je le dis tout le temps. Je veux le répéter. David me regarde maintenant avec des yeux arrête votre joke plate arrête votre joke plate là, à chaque fois, mais c'est vrai. C'est vrai. Regarde, si le gain se fait tout à coup, OK, donc en d'autres mots, c'est vraiment soudain, par exemple, c'est un montant forfaitaire qui a été donné, les gains, dans ce cas-là, de loterie, ne sont pas imposables. OK? Mais, et puis il y a un gros mais. Si ce même individu-là gagne, par exemple, le gagnant à vie, ou par exemple, on a un certain montant par semaine. Dans ce cas-là, le gouvernement le considère comme une rente. Et quand c'est une rente, ça devient imposable. Et je vous donne un petit truc aujourd'hui, là, pour ceux qui jouent la loterie, là, juste par curiosité, pour confirmer qu'est-ce que je vous dis présentement. OK? Vous allez regarder l'endos, OK, de votre billet de gagnant à vie, par exemple. Et vous allez lire qu'ils vont vous donner 2 choix de la façon que vous allez gagner, si vous gagnez le gagnant à vie, là. Ils vous donnent 2 choix comment vous allez récupérer vos gains. Ils vous disent, on peut vous donner un solde d'un montant forfaitaire de 2 millions et quelques, immédiatement, ou on vous donne une rente par semaine ou par mois, dépendamment du jeu. Prenez pas la rente. OK? C'est un catch. Prenez pas la rente. Pourquoi? Parce que du moment que vous le recevez de façon mensuelle ou semestrielle ou peu importe, dans ce cas-là, ça devient un revenu imposable parce que le gouvernement considère ce montant-là une rente. C'est pas un gain. OK? Le gain, ce n'est pas imposable. Donc, si vous cherchez le 2 millions, c'est pas imposable. Donc, le 70 millions de la personne qui a gagné à Lévis, c'est pas imposable. C'est pas imposable. Par contre, s'il place cet argent dans des actions, des jours à la bourse, des actions, un bon d'épargne ou quoi que ce soit, l'intérêt devient imposable. Oui, absolument. Dans ce cas-là, tous les gains qui se font après sont imposables. Mais le gain comme tel du 70 millions n'est pas imposable pour ce contribuable-là.
Félicitations, honnêtement. C'est vraiment merveilleux, des merveilleuses nouvelles, honnêtement. D'avoir en plus de quelqu'un ici du Québec, là, c'est vraiment puis même, il est quand même assez jeune, c'est très bien. Absolument. Donc, une question. Une question pour beaucoup de résidents canadiens qui immigrent en cours d'année. Doit-on déclarer en tant que non-résident au 31 décembre, comme indiqué le logiciel ImpoExpert, ou alors on déclare comme résident en cours de l'année? OK, donc là, la question qui se pose, dans ce cas, c'est que si j'ai un client qui est un immigrant durant l'année, qui arrive au Canada, comment on va déclarer sa déclaration de revenus, en d'autres mots, là? Comment ça se fait? OK, cette déclaration de revenus-là. Bon, premièrement, il faut déterminer son statut de résidence. Juste le fait que la personne est venue au Canada physiquement, là, la personne est arrivée au Canada, ça ne veut pas dire nécessairement que ce contribuable-là a établi des liens en permanence avec des liens de résidence avec le Canada. Donc, juste le fait que je suis ici, là, présentement, à Montréal, on donne ce webinaire, on donne cette session-là à Montréal, ça ne veut pas dire automatiquement que je suis résident du Canada. La question qui se pose pour déterminer son statut et bien compléter sa déclaration de revenus, c'est que, premièrement, le gouvernement fédéral, ils ont ce qu'on appelle les liens principaux et les liens secondaires. Donc, premièrement, cette personne-là, sa famille réside où présentement? Son conjoint, ses enfants, ses parents sont où présentement? OK, du moment qu'ils sont au Canada, là. OK, et au 31 décembre. Ils sont où présentement? Ça, c'est la première question qu'il faut se poser. Deuxième question, est-ce que le client est aussi, j'ai oublié, les liens principaux, est-ce qu'il a gardé, est-ce qu'il ou elle a gardé sa résidence dans son pays d'origine? Donc, est-ce que sa maison principale, est-ce que cette maison-là est encore là, ou est-ce qu'il ou elle l'a vendue déjà? OK, est-ce qu'ils ont déjà départi de cette maison-là? Ça, c'est la première question. Du moment que je détermine que, à cause de ces liens-là, tous ces liens-là sont encore dans le pays d'origine, je peux pas considérer cette personne-là comme résident du Canada encore. C'est un non-résident dans la loi de l'impôt. Donc, la loi de l'impôt, en d'autres mots, là, ça contrevient les lois de physique. OK? Ça contrevient carrément, là. Juste parce que je suis physiquement là, la loi ne dit pas nécessairement que je suis un résident du Canada. Ça, c'est premièrement. Bon. Prenons maintenant l'autre exemple du client dont la famille est venue avec lui, ou elle. OK? Là, les personnes sont ici au Canada maintenant. OK? Donc, ils sont là. OK? Donc là, mes liens principaux sont là. Je les ai, ils sont au Canada. Donc, dans ce cas-là, je deviens immigrant dans l'année que j'établis mes liens de résidence principaux avec le Canada. Donc, je me suis cherché une maison, un appartement au Canada. Mon conjoint, mes enfants m'ont rejoint ici au Canada, etc., etc. OK? J'ai, par exemple, là, je pourrais rentrer dans les liens secondaires. Exemple, là, j'ai maintenant une carte de RAMQ. J'ai un compte bancaire au Canada. Autre exemple, j'ai une licence maintenant au Québec, etc., etc., etc. Donc, à cause de tous ces liens-là, je peux déclarer maintenant que le client est un immigrant au Canada. Et ça, le logiciel les traite. Donc, ImpoExpert peut traiter autant les non-résidents qui doivent produire au Canada. Exemple, un non-résident qui a un revenu d'emploi au Canada doit produire une déclaration canadienne et au Québec. Donc ImpoExpert traite ce type de dossier-là. Et deuxièmement, un immigrant qui vient établir ses liens au Canada peut aussi produire avec ImpoExpert. Vous avez tout simplement, dans le montage de l'entrevue du logiciel, vous avez une option qui vous dit immigrant, immigrant et non résident. Vous cochez cette case-là et vous sélectionnez le choix approprié. OK. Juste pour retourner un petit peu sur ce monsieur avec son statut d'immigrant, quelqu'un qui vient au Canada pour s'établir, mais sa conjointe, ses enfants ne sont pas encore rendus ici. Mais lui commence à chercher un logement, faire la demande pour faire venir sa famille ici. Est-ce qu'il est aussi considéré comme un immigrant? Là, oui. Parce que là, il vient juste d'avoir des preuves. Là, les faits nous montrent que le client essaye d'établir ses liens permanents au Canada.
Donc, c'est ça le but, là. Et c'est ça que le gouvernement veut savoir. Donc, est-ce que le client vient ici juste temporairement pour travailler puis va revenir chez lui, ou est-ce que le client veut bel et bien devenir résident du Canada? OK? Et dans ce cas-là, le client établit ses liens parce que là, les preuves le montrent qu'il fait tout le cheminement pour devenir résident. Et là, oui, effectivement, il peut indiquer que c'est un résident du Canada. Absolument. OK. Comment fait-on lorsque nous avons des frais d'études dans des années où nous n'avons pas fait de déclaration et qu'on veut les inclure dans l'année en cours? Est-ce que je dois faire des déclarations pour les années passées ou alors je peux inclure mes reçus des années passées cette année? OK. Donc, je répète la question pour tout le monde. Donc, j'ai un client, j'ai un contribuable qui a des frais de scolarité qui pouvait pas utiliser parce que son revenu était trop bas, qui n'a jamais produit de déclaration de revenus. Là, le client devient imposable cette année, veut récupérer ces montants reportables-là dans sa déclaration de revenus. Qu'est-ce que je dois faire en termes de procédure? Qu'est-ce que je dois faire pour ma déclaration de revenus? La réponse c'est oui, effectivement, comme c'est posé dans votre question, vous devez produire les années antérieures, les déclarations de revenus pour les années antérieures pour déclarer vos montants que vous n'avez pas utilisés. OK? Vous êtes obligé de le faire. Donc, ces montants-là, donc vous produisez pour ces années-là, vous allez produire l'annexe 11 du côté fédéral et l'annexe T du côté provincial, vous déclarez ces montants-là, vous produisez vos déclarations de revenus, vous les envoyez aux 2 paliers du gouvernement. Là, les 2 paliers vont comptabiliser le montant que vous n'avez pas utilisé jusqu'à maintenant pour vos frais de scolarité. Et là, vous pouvez utiliser ces frais de scolarité-là dans l'année en cours. Donc, oui, effectivement, vous êtes dans l'obligation de produire ces déclarations de revenus-là. Vous devez le faire. Il faudrait aussi s'assurer qu'ils n'ont pas transféré des montants Oui. à leurs parents. Très bon point, Ida. Très bon point. Donc, ça se peut que vous l'avez pas vu dans votre déclaration de revenus si vous les avez produits, parce que vos parents ont récupéré ces montants-là sur leur propre déclaration de revenus. Oui, si c'est le fait, bien, malheureusement, vous n'avez plus de montant reportable que vous pouvez utiliser vous-même. OK? Donc, il faut vérifier vos déclarations de revenus pour voir si bel et bien c'est vos parents qui vont l'utiliser, sinon. Mais si je vais par la question qui a été posée, j'ai pas produit de déclaration de revenus et j'ai des montants que je veux récupérer pour cette année. Vous êtes dans l'obligation de produire pour ces années-là, pour les comptabiliser au gouvernement. Et du moment que ces montants-là sont comptabilisés, là, on peut les utiliser sur la déclaration de l'année en cours comme frais de scolarité reportés. OK, donc jusqu'à maintenant, pas d'autres questions? Vous avez une demi-heure encore. J'attends vos questions, c'est bien. On a eu pas mal de questions jusqu'à maintenant. C'est bien. C'est bien. Alors, un CELI, le REER et le REE, quelles sont les différences entre les trois? OK, donc vous avez dit REER, CELI et REE. Et REE. OK, parfait. Donc, c'est quoi la différence entre les trois? Entre les trois. Donc, premièrement, REER, c'est tout simplement le compte que je peux déduire mes cotisations pour ma retraite dans le futur. OK? Donc, c'est ça le REER. OK? Donc, en d'autres mots, je mets dans ce cas-là mes cotisations dans mon REER et là, je peux le déduire directement de mon revenu imposable. Comme on avait vu avec les frais de déménagement, par exemple. Okay. C'est le même concept. Donc, c'est des cotisations qui sont avant imposition, OK, qu'on appelle. OK? Donc, c'est avant imposition dans ce cas. Donc, dans ce cas, ces montants-là sont déducibles, mais malheureusement, plus tard, quand j'arrive à la retraite, par exemple, à l'année où je deviens 71 ans, là, ces montants-là deviennent imposables. Mais sachez que entre le temps que vous avez fait vos cotisations et le temps que vous êtes dans l'obligation de sortir ces montants-là, ben dans ce cas-là, entre ce temps-là, tous ces montants-là étaient à l'abri d'impôts, OK, durant ces années-là. Donc, quand même intéressant comme plan. Le CELI, où ça devient différent, c'est que le CELI, c'est des cotisations après impôt. Qui veut dire, malheureusement, mes cotisations dans un CELI ne sont pas déductibles sur ma déclaration de revenus. Donc, j'ai pas de réduction d'impôt, OK, immédiat,
quand je cotise dans mon CELI. Alors que dans mon REER, j'ai une réduction d'impôt immédiat quand je cotise. OK? Donc ça, c'est la grande différence entre ces deux programmes-là. OK? Puis les REER, on va arriver un peu plus tard. OK? Mais le comparatif qu'on voit tout le temps, c'est REER versus CELI, là. C'est toujours le cas, là. OK? Donc ça, à la base, ça, c'est la différence entre ces deux comptes-là. OK? Bon, le CELI, c'est à l'abri d'impôt aussi. Donc, tous mes gains que j'ai dans le compte de CELI, ils sont à l'abri d'impôt. OK? Donc, je ne suis pas imposé sur les gains que j'ai là-dedans. En plus du fait que comme mes cotisations ne sont pas déductibles, donc sont après impôt, mes cotisations, ben dans ce cas-là, quand je retire de ce compte-là, ils sont sans impôt non plus. Je paye pas d'impôt sur mes retraits de mon CELI, alors que les retraits de mon REER sont imposables. Mais sachez que j'ai eu ma réduction d'impôt originalement. OK, donc c'est normal. OK, dans ce cas-là. OK, donc ça c'est la grande distinction entre ces deux comptes-là. Bon, chacun des comptes ont un montant déductible que je peux accumuler durant les années. Pour le REER, c'est basé sur mon revenu qu'on appelle gagné. J'ai travaillé pour, en d'autres mots, j'ai travaillé pour ce montant-là. C'est pas mon revenu de dividende, là. C'est pas mon revenu de location qui compte. Oh non, revenu de location, ça compte, excusez-moi. Ça compte dans le montant admissible de REER. OK? Mais, pour le REER, donc je prends mon revenu gagné pour l'année, donc emploi, entreprise, location, etc. Et je prends 18% de ce montant-là et ça devient mon montant maximum, mon montant admissible. Est-ce que ce 18%-là est réduit si on a une pension au travail, un fonds de pension au travail par notre employeur, en fin de compte? Est-ce que ce montant-là, pouvez-vous répéter la question, Ida? Excusez-moi. Est-ce que le 18% est réduit ouais. pour quelqu'un qui a un compte, un fonds de pension comme très bonne employé question. pour une compagnie? OK, donc la question, encore une fois, si j'ai déjà un compte de retraite avec mon employeur, ça, on le connaît souvent sous les IRPA, les régimes de pension agréés, ou un REER employeur. Oui. La réponse est oui. OK, la réponse, c'est que la cotisation que vous effectuez dans ce compte-là est la cotisation de votre employeur. Si c'est par exemple une pension avec une prestation, avec une cotisation définie ou une cotisation qui est matchée en d'autres mots, là. Oui. Donc, chaque montant que moi je mets, mon employeur va mettre le même montant équivalent. Ben, le montant que moi je mets et le montant de mon employeur vont réduire mon montant admissible de REER. Puis ça, c'est logique. OK? Vous, si vous avez un fonds de pension avec votre employeur, ben, premièrement, félicitations. Bravo. OK? Vous avez un très bon employeur, premièrement. OK? Deuxièmement, vous avez déjà un avantage que d'autres personnes qui travaillent n'ont pas. Parce que c'est pas tous les employeurs qui ont un fonds de retraite, là. Ça, je pense, les personnes qui nous regardent présentement, là, vous le savez. OK? Donc, dans ces cas-là, le montant employeur-employé, je prends les deux, je les rajoute et je réduis mon montant admissible de REER que j'ai le droit de mettre. OK? Mais pour tous les autres, c'est purement le 18% de leur cotisation. OK? Excusez-moi, le 18% de leur revenu gagné durant l'année. Le CELI n'est pas la limite que j'ai le droit, parce qu'il est limité aussi, OK? N'est pas basé sur le revenu. C'est tout simplement un montant forfaitaire choisi par le gouvernement qui nous dit tout simplement 6 000 par année, vous avez le droit de cotiser. Et ça se cumule en plus. Donc, c'est un montant cumulatif comme le REER. Donc, si j'ai pas utilisé mon montant admissible, je peux le cumuler avec les années. Mais là, j'ai une grande distinction entre les deux, entre le CELI et le REER. Avec le REER, si je retire de mon REER, je peux plus remettre ce montant-là. La limite va se perdre complètement. Donc, exemple, j'ai mis 5 000 l'année passée. Soudainement, cette année, je dois retirer mon 5 000. Ben, je ne récupère plus mon espace de 5 000. Il est parti. Disparu. C'est fait. Le CELI, c'est différent. Je mets 5 000 dans mon CELI. Je le retire dans la même année. L'année suivante, je regagne ce 5 000-là dans mon montant admissible. Donc, ça se cumule encore une fois.
OK? Donc, ça, c'est un avantage du CELI. Donc, voilà les grandes distinctions entre ces deux programmes-là. OK? Entre les deux programmes-là. Puis, encore une fois, le CELI, le montant admissible, c'est un montant forfaitaire, tout simplement. C'est un montant choisi par le gouvernement à chaque année. Ils vont vous dire, au début de l'année, c'est 6 000, c'est 5 500, etc. Il y avait une année, c'était 10 000. Oui. OK, la dernière année des conservateurs, là, ils ont mis jusqu'à 10 000 cette année-là. Puis le gouvernement libéral l'a ramené à 6 000, à 5 500 durant le temps. Bon, les REE, les REE, en d'autres mots. Ça, c'est plutôt pour maintenant, c'est des cotisations pour l'éducation des enfants. OK, dans ce cas. OK, donc, qu'est-ce qui arrive dans ce cas-là? C'est que je peux faire des cotisations pour les frais de scolarité futurs de mes enfants. Bon, je sais pas comment vous le poussez plus, ce programme-là, parce qu'il y a tellement d'avantages à faire des cotisations dans le REE. C'est tellement un merveilleux programme, là, et le gouvernement, en plus, vous donne des subventions pour cotiser dans ces programmes-là. Donc, je vous le recommande, vous allez voir maintenant en vous l'expliquant, je vous le recommande fortement, OK, ce programme-là. C'est incroyable, qu'est-ce qu'il vous donne. Je vous donne l'exemple. Donc, à chaque année, votre limite à vie de cotisation, c'est à 50 000. Donc, vous pouvez cotiser jusqu'à 50 000 $ dans ce REE ou REE qu'on appelle. OK? Bon. Comme avec le REER et le CELI, les gains que vous avez dans ce programme-là sont à l'abri d'impôts. Donc, ça pourrait augmenter, ça pourrait cumuler sans imposition du gouvernement jusqu'à temps que l'enfant devient l'âge où il va commencer à étudier dans le postsecondaire. OK? Donc cégep, université. OK? Cégep, université. OK? Donc c'est jusqu'à ce point-là. OK? Bon. À chaque année, vous allez entendre beaucoup les REE vous dire, bon, ben, que vous allez cotiser seulement 2 500 par année. Il y a une raison concrète pour laquelle on dit 2 500. C'est parce que c'est relié à la subvention que le gouvernement fédéral et provincial vous donne en plus, en su, sur vos cotisations. Donc, pour un 2 500 $, jusqu'à 2 500 $, le gouvernement fédéral va rajouter une subvention de 20 %. OK? Automatiquement. Donc, du moment que vous mettez 2 500, le gouvernement fédéral va rajouter un 20 % sur ce montant-là, qui devrait être quoi? Aux alentours de 500 $. Hein? C'est 500 $ dans ce cas. Donc, il vous le donne, là. Il vous le donne carrément. OK? En mettant 2 500. Jusqu'à 2 500 par année. OK? Donc, il vous donne 20 %. En plus, le gouvernement du Québec va rajouter un 10 % de plus sur ce montant-là. OK? En plus. Donc, comme je vous dis, là, avantageux. OK? Vraiment, vraiment avantageux de le faire. Bon, on a-tu une autre question? Parfait, vas-y. Est-ce que si j'ai des revenus emploi étrangers et que je suis résident canadien, je dois les déclarer ces salaires au Canada? Et si oui, comment m'assurer de ne pas payer 2 fois les impôts au Canada et dans le pays où je suis? OK, on arrête avec cette question-là, puis on va répondre à l'autre question après. OK, donc je répète la question pour tout le monde. OK, donc du moment que donc le contribuable a un revenu étranger, OK, gagné d'un autre pays, le contribuable a payé un impôt au pays étranger. OK, donc est-ce que, premièrement, je dois déclarer ces revenus-là au Canada? Et deuxièmement, comment je fais pour ne pas payer en double mon imposition? Très bonne question. C'est une excellente question. OK? La réponse, premièrement, c'est oui, malheureusement. OK? Tous les résidents canadiens, on est imposés sur nos revenus mondiaux. OK? Peu importe où on a gagné nos revenus, on doit les déclarer sur la déclaration de revenus. On n'a pas le choix. OK? Donc, tout le monde est imposé. OK? Deuxième, maintenant, mais là, j'ai un problème. Mon problème, c'est que j'ai payé un impôt déjà à l'étranger, ben, et là, je dois en plus payer un impôt canadien. C'est là que maintenant, vous allez avoir ce qu'on appelle le crédit d'impôt étranger, qui va alléger cette double imposition-là. Donc, comment ça fonctionne? C'est que vous allez déclarer vos revenus étrangers et vous déclarez votre impôt étranger. À l'aide du logiciel comme Impôt Expert, Impôt Expert va aller réclamer ce qu'on appelle le crédit d'impôt étranger. Et le crédit d'impôt étranger, tout simplement, c'est un crédit non remboursable pour être capable de réduire votre impôt fédéral par le montant que vous avez payé au pays étranger. OK? Et du moment que ça se fait, du moment que vous faites ça, ben là, vous allez seulement payer maintenant l'impôt canadien sur ce montant-là. Donc, voici la réponse
à votre question. La prochaine question, David? Quelles sont les principaux dépenses qu'on peut déduire lorsque nous avons des revenus de location? Très bonne question. Donc, je répète la question. Quelles sont les dépenses qu'on peut déduire pour un revenu de location, les principaux, n'est-ce pas? Donc, les dépenses principaux que je peux déduire sur mon revenu de location. Bon, premièrement, il faut penser c'est quoi vos plus gros dépenses. OK? Donc, moi, automatiquement, je pense à l'intérêt hypothécaire. Automatiquement, ça c'en est un. OK? Intérêt hypothécaire. Vos impôts fonciers, vos impôts scolaires. OK? Ça c'en est deux autres. Après ça, vous avez les réparations sur la maison. Et là, je stresse le mot réparation. On parle pas d'amélioration. OK? En d'autres mots, je parle pas que vous avez rénové l'immeuble alors que c'était fonctionnel auparavant. Là, je parle, par exemple, quelque chose qui ne fonctionnait pas carrément. OK? Par exemple, un lavabo qui ne fonctionnait pas, là, qui était brisé carrément. Donc, ça, on parle des réparations. Et faites attention, si vous utilisez un entrepreneur, OK, si vous utilisez un entrepreneur pour faire ces réparations-là, Revenu Québec va vous demander les renseignements de l'entrepreneur quand vous allez produire le formulaire de location pour la déclaration du Québec. OK, ça c'est le TP 128. Vous allez avoir un formulaire spécial à produire qui est le TP 1086 que, évidemment, Impôt Expert produit pour vous. OK, donc vous aurez tout cela. Et après ça, vous avez aussi l'amortissement. Donc, la perte de valeur de l'immeuble d'après un pourcentage prescrit par le gouvernement. Donc, on peut amortir la valeur de l'immeuble jusqu'à 4% par année. Mais ça, je vous donne un avertissement. Faites attention si vous allez prendre l'amortissement parce qu'il y a des fortes chances que votre immeuble va augmenter en valeur avec les années. Et quand vous allez le vendre à profit, bien, vous allez devoir repayer ces dépenses-là qu'on appelle une récupération d'amortissement l'année de la vente. Donc, je vous recommande, faites attention si vous allez prendre la dépense d'amortissement. Mais ça, c'est les dépenses que moi, je pourrais penser comme ça, les dépenses principaux qu'on peut prendre pour le revenu de location. OK. Sur le revenu de location, si on est propriétaire de l'immeuble, mais on réside aussi dans l'immeuble, alors, quelle est une différence entre la personne qui réside dans l'immeuble et la personne qui réside ailleurs et l'immeuble est 100% locatif? OK. Donc, si j'ai une portion personnelle, comme tu le précises, Ida, si j'ai une portion personnelle de l'immeuble, ben là, malheureusement, les dépenses que je viens juste de vous nommer, pour le pourcentage de l'immeuble que représente ta résidence principale, je peux pas les déduire. Donc, prenons un exemple très simple. J'ai un duplex. Moi, je réside à la moitié de l'immeuble et l'autre moitié est louée. Oui. Ben, dans ce cas-là, pour tous ces dépenses-là, je peux seulement prendre 50% de la valeur de ces dépenses-là. Ça, c'est la règle. Alors que si l'immeuble est loué à 100%, ben, je prends 100% de ces dépenses. Effectivement. Et si à l'immeuble, on décide de faire comme ajouter un garage, ajouter une extension à la maison. Est-ce que c'est des dépenses contre le revenu ou ou ça va affecter la valeur de l'immeuble? Bon, très bonne question. Dans ce cas, c'est une amélioration. Donc, c'est une extension de l'immeuble c'est pas une réparation dans ce cas-là. Donc là, on le rajoute à la valeur de l'immeuble. Et on peut amortir maintenant ces biens là, cette extension-là de la valeur. OK, donc l'amortissement, j'avais parlé, c'était 4% de la valeur de l'immeuble à ce point-là. Donc, si je fais des extensions, ben j'augmente la valeur de l'immeuble et évidemment, j'augmente mon 4% d'amortissement que je peux prendre. Effectivement. Est-ce qu'on voit une autre question? Oui. Allez-y. J'aimerais savoir comment savoir si j'ai accès au crédit impôt pour personnes au travail ayant plus de 60 ans et moins de 65. Et j'ai un montant à calculer ou bien j'ai tout simplement un montant précis à écrire. OK. Donc, on parle du travailleur l'ancien travailleur expérience. Là, ça a été renommé cette année. Donc, ça, encore une fois, ça dépend. Le seul prérequis dans ce cas-là, c'est les revenus. OK. Donc, si vous dépassez un certain seuil de revenus, ça dépend de ce seuil-là. Là, je l'ai pas devant moi immédiatement. Je pourrais aller le rechercher rapidement. Mais ça dépend tout simplement des seuils de revenus. Les seuils, malheureusement, ne sont pas gros
pour ce crédit-là, malheureusement. Il n'y a rien à faire vraiment. Si vous utilisez, par exemple, Impôt Expert, il n'y a rien à faire. C'est Impôt Expert qui va le réclamer automatiquement si vous êtes admissible ou non à ce crédit. Mais sachez que les critères pour ce crédit-là, c'est premièrement, l'âge. Vous devez avoir au moins 60 ans et plus, premièrement. Et deuxièmement, est-ce que vous dépassez le seuil de revenu d'emploi? Et évidemment, ça vous prend des revenus gagnés. Donc, ça vous prend un revenu d'emploi ou un revenu d'entreprise pour être capable de réclamer ces crédits-là. Une autre question. Oui. Comment je peux entrer des Indemnités de candidats jurés sur Impôt Expert? OK, donc comment je peux rentrer des indemnités? Pouvez-vous répéter la question, David, excuse-moi? Comment je peux entrer les indemnités de candidats jurés sur Impôt Expert? Les indemnités de candidats jurés. Très bonne question. Bon, donc c'est un revenu, évidemment, là, c'est un revenu imposable. Regarde, c'était pas un revenu d'emploi. Moi, je le considérais pas comme un revenu d'emploi, ça serait autre revenu tout court. C'est pas un revenu d'entreprise non plus. Donc, pour moi, ça serait tout simplement un autre revenu que je rajouterais sur la déclaration de revenus. Ça serait tout simplement autre. Il y a une ligne autre revenu, autant au fédéral qu'au provincial, que vous allez l'avoir. Je pense qu'il y a une autre question aussi, hein? Oui, sur le crédit d'enfant, là, ça se peut-tu? C'est ça, exact. OK, vas-y. Est-ce que le crédit pour enfants à charge existe toujours ou devons-nous indiquer dans le logiciel? OK, donc le crédit pour enfants à charge, oui, ça existe, mais encore une fois, il y a des conditions pour être capable de réclamer le crédit. Donc, premièrement, il faut être célibataire, OK, à la fin de l'année, au 31 décembre, ou à un moment de l'année. En d'autres mots, il faut que la personne n'a pas de conjoint à un certain moment de l'année pour être capable de réclamer ce crédit-là. Deuxièmement, l'enfant doit avoir moins de 18 ans, OK, pour être capable de réclamer ce crédit. En plus, c'est un crédit non remboursable. Pour le logiciel, il n'y a aucune saisie spéciale. OK, du moment que vous rejoignez les critères que je viens juste de vous mentionner, il y a aussi un seuil de revenu qu'il ne faut pas dépasser pour l'enfant. Donc, l'enfant ne peut pas dépasser un revenu net de 12 000 $ dans ce cas-là. Donc, du moment que je rejoins ces critères-là, le logiciel va réclamer ce montant-là automatiquement, OK, dans Impôt Expert, s'il n'y a pas de conjoint à un moment de l'année dans le dossier que vous traitez à l'aide de Impôt Expert. Mais il faut remplir quand même la fiche de l'enfant dans le dossier. Exactement. Le logiciel. Il faut avoir l'enfant comme membre de la famille dans le logiciel et dans ce cas-là, le logiciel va réclamer le crédit si tous les autres critères que j'ai mentionnés sont là. OK? Non, c'est pas mal. OK? Donc, on a un autre 9 minutes, tout le monde. On a un 9 minutes pour me poser des questions. Donc, à l'occasion, j'ai cette question qui me revient année par année. Quelqu'un qui a un héritage, que ce soit de l'argent, Oui. que ce soit un bien, oui. comment va-t-il l'appliquer sur ses déclarations? OK. Donc, un héritage, ça dépend premièrement si vous êtes le conjoint ou si vous êtes une autre personne. OK. Pour le gouvernement, c'est conjoint ou autre personne. OK. OK. Quand c'est un conjoint, habituellement, à moins que vous faites une élection, mais là, je veux pas aller dans ces eaux-là, là, ça devient assez complexe. Mais habituellement, les biens vont rouler au prix de base rajusté. Donc, il n'y a pas d'imposition immédiate, OK, pour le cas de conjoint. Du moment qu'il y a un roulement de l'héritage entre conjoints. Mm-hmm. S'il y a un roulement d'un héritage entre un parent et un enfant, par exemple, là, c'est différent. Là, c'est une autre personne dans ce cas-là. Et là, qu'est-ce qui arrive? C'est que vous avez maintenant ce qu'on appelle une disposition réputée. OK? Dans cet exemple. Exemple, j'avais un REER que je vais donner en héritage à mon enfant. Ben, le REER, malheureusement, la journée du décès, le REER, pour le gouvernement, c'est comme si le décédé a sorti le REER la journée même. Il y a une disposition réputée. Et là, le revenu devient un revenu imposable dans la dernière année de production pour le décédé. Et là, la personne, l'héritier, dans ce cas-là, va recevoir le net de ces montants-là après l'imposition sur la déclaration finale de la personne qui est décédée. Donc, ça, c'est la règle en général des héritages. OK, ça, c'est vraiment la règle en général. Et si c'est un bien, comme il y a la maison vient à l'enfant ou quoi que ce soit, ou
Donc, un immeuble, vous parlez? Oui, ou, oui, disons la maison familiale, mais les parents c'est sont le même décédés. principe. C'est le même principe exactement. Donc, que ce soit une maison, il faut penser actif. Donc là, que ce soit une maison, ben la maison va se rouler, mais la maison est vendue la journée du décès à la juste valeur marchande de cette journée-là. OK, ça c'est le principe. OK, donc encore une fois, le décédé va s'imposer si c'est le cas, parce que ça se peut que ce soit la résidence principale. Donc si c'était la résidence que la personne avait vécue, ben il n'y a pas d'imposition dans ce cas-là. OK, parce que on peut désigner la maison comme résidence principale et on peut l'exenter d'impôt. Mais si c'est un immeuble locatif, par exemple, que je vais rouler à mon enfant, ben dans ce cas-là, l'immeuble locatif est vendu la journée même du décès à la juste valeur marchande de l'immeuble et dans ce cas-là, le décédé. Sur le décédé. Exactement. On va imposer le contribuable décédé l'année du décès. Donc, pas d'autres questions jusqu'à maintenant. Vous avez un gros 5 minutes pour me poser des questions. Allez-y, n'hésitez pas. OK, n'hésitez pas. On a un autre gros 5 minutes là, que vous avez. Alors, bon. Quels sont les crédits qui sont oubliés plus souvent pour le monde ou qui font pas attention? OK. Donc, les crédits qui sont oubliés, moi, je vous dirais, ça revient sur qu'est-ce qu'on avait parlé au début là, de ce Facebook Live. C'était le fait que les personnes ne sont pas organisées. Puis malheureusement, qu'est-ce qui arrive? Les reçus qui sont les plus négligés sont les frais médicaux. Carrément. OK, je sais, je pense que j'ai des coupables. Je vous vois là présentement, là. Dans ce Facebook Live, je sais que vous ne gardez pas en compte tous vos reçus. Ça se peut que vous n'avez pas tout gardé en main, tous ces reçus-là. Puis il y a plusieurs types de dépenses qui sont admissibles comme frais médicaux, là. Vous serez surpris qu'est-ce que vous pouvez réclamer comme frais médicaux. Et ça, c'est plus une question d'organisation. L'autre, c'est les dons. Les dons, encore une fois, et ça revient à l'organisation. OK? Quand vous faites vos dons de charité, mais l'organisation va envoyer un reçu immédiatement. Et là, vous le gardez pas parce que c'est pas la saison d'impôt. Et là, qu'est-ce qui arrive? Vous perdez ces dons-là. OK, on est de retour. OK. On est de retour. Désolé. Des problèmes techniques. Alors, On revient. On avait des problèmes techniques. Bon, OK, on revient sur les dons. Oui. Donc, qu'est-ce que je disais sur les dons? C'était qu'ils sont quand même lucratifs, là. OK? Parce que sur les premiers 200 $, je peux réclamer à un taux de 15% sur ces 200 $-là au fédéral et au provincial sur l'excédent, sur tous les cotisations, sur tous les dons que je fais qui dépassent les 200 $, ben, je peux aller je peux réclamer 29% comme crédit sur ces montants-là. Quand même intéressant, là. Puis là, je compte même pas le provincial. Au provincial, je rajoute un 24% en plus. Donc, sur les dons, je pourrais carrément avoir un retour sur mon investissement. C'est pas un investissement, mais quand même un don. Sur ce montant-là, de quasiment plus que 50%. Sur ces montants-là. De réduction d'impôt sur la contribution que j'ai effectuée, sur le don que j'ai effectué. Donc, quand même intéressant. OK? Donc, c'est vraiment gagnant-gagnant partout. Vous donnez à des organisations de charité qui font du bien de la société. Puis en plus, vous avez en plus un retour sur vos déclarations de revenus. Là, vous avez vraiment une réduction importante sur ces montants-là, sur vos déclarations de revenus. Bon, on a 2 questions. On a 2 minutes. Donc, on va voir si on pourrait faire ça. On va dépasser, je pense, le temps. Vas-y. Vas-y. Lors du transfert d'une résidence principale ou conjointe, donc roulement ou conjointe, Oui. est-ce que la désignation doit se faire ou si elle est reportée? OK, donc, pour répéter la question, si on fait un roulement d'une résidence principale entre conjoints, dans ce cas-là, j'assume dans ce cas-là vivant, au vivant, là, ou entre vivants, est-ce que je dois faire la désignation de résidence principale ou non? La réponse, encore une fois, ça dépend. Si vous voulez, on peut rouler l'immeuble au PBR. Donc là, entre conjoints. Mais il y a un gros catch si vous faites ça. Si c'est un immeuble locatif, par exemple, OK, donc moi, je roule mon immeuble à ma conjointe, OK, pour un immeuble locatif. Mais malheureusement, là, je déclenche les règles d'attribution. Et là, qu'est-ce qui arrive? C'est que les revenus locatifs vont revenir à moi. OK, même si j'ai roulé le bien à ma conjointe. Pourquoi? Parce que je roule le bien au PBR. Et j'ai pas d'imposition immédiate. Si je décide de ne pas faire ça, si je décide de le rouler
à la juste valeur marchande, dans ce cas-là, oui, je peux, dans ce cas-là, déclencher la désignation de résidence principale. Dans ce cas, et là, j'ai pas d'imposition, encore une fois, et en plus, j'aurai pas des règles d'attribution sur mes revenus. OK, sur ces revenus. Des prochaines questions? That's the hour. This is more like a specific question. Maybe support wants to get in touch with them, but OK. Donc, si c'est une question de soutien, là, vous pouvez contacter le soutien dans ce cas-là. Oui, pour communiquer avec le soutien, si vous avez Impôt Expert en ligne, c'est aide@impotsexpert.ca ou bien si vous utilisez le logiciel Windows, c'est soutien@impotsexpert.ca. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez m'envoyer un message aussi en privé. Je vais m'assurer que l'équipe de soutien a bien vos questions. Donc, merci beaucoup. Donc, c'était le fun. On remercie Jerry aussi pour cette heure très informatif. Parfait. Merci. Au revoir tout le monde. Bonjour.